OK. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Petitquet, pour le témoignage très émouvant. Je ne sais pas où je peux repartir avec ça parce que c'est vraiment très généreux de votre part d'avoir partagé ce témoignage-là qui fait beaucoup de sens. Donc, merci beaucoup. Puis, donc, très humblement, je vais vous présenter des données d'un projet. Voilà. En fait, je vais me présenter un petit peu. Je suis en travail social. Je suis quelqu'un qui travaille sur les enjeux des jeunes trans et leurs familles. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui travaille du tout au niveau des questions autochtones. Par contre, je suis vraiment très heureuse d'être ici pour pouvoir discuter un peu de ce qu'on a trouvé dans le projet de recherche. Puis, je veux aussi remercier Diane ce matin et puis Mona d'avoir mis la table par rapport aux questions de bispiritualité. Aussi, je veux vous dire que j'ai pas mis la bonne présentation sur le USB, donc il y a plein de coquilles, mais j'imagine que c'est pas important quand on regarde ça dans la grande affaire. Mais je fais juste vous le dire parce que peut-être que vos yeux vont saigner. En regardant la présentation tantôt, j'ai vu plein de choses. Donc, je fais juste vous dire, c'est une erreur de ma part. Donc, un petit peu, un contexte sur la présentation, en fait, c'est que c'est un sous-échantillon d'un projet de recherche de grande envergure qu'on fait au Québec sur les jeunes trans. Donc, c'est un projet qui veut vraiment explorer, à partir du point de vue des jeunes, par les jeunes, avec les jeunes, comment ils comprennent la réalité d'être trans au Québec. Et on a vraiment un souci d'aller chercher des échantillons qui sont très diversifiés. Donc, on a une lunette intersectionnelle. On essaye vraiment d'aller chercher le plus possible de jeunes, parce qu'en fait, on voit souvent les mêmes jeunes dans les médias, on voit souvent les mêmes jeunes un petit peu partout. Et on essaie d'aller chercher des jeunes avec des parcours d'immigration, des jeunes racisés, des jeunes de différentes classes sociales, etc. Et quand on a terminé de constituer l'échantillon, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un petit échantillon de jeunes autochtones. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant, comme on a fait pour les autres groupes, d'explorer un petit peu c'est quoi la réalité de ces jeunes-là. Et là, j'ai marqué qu'il y a des intérêts divers à explorer l'expérience des jeunes personnes autochtones parce qu'en fait, moi, je viens de la communauté Wendat et je suis parent aussi. Donc, pour moi, il y avait comme une curiosité. Je me suis dit, j'aimerais ça aller voir comment les jeunes de notre échantillon de jeunes trans, finalement, comprennent leur identité puis font sens des deux identités en même temps, donc celle d'être trans et d'être autochtone. Donc, c'est un petit peu dans cette perspective-là que je vais vous parler. Très rapidement, parce que je ne savais pas si tout le monde était à l'aise ou comprend en fait c'est quoi être une personne trans, mais ce sont des gens qui s'identifient autrement que leur sexe assigné à la naissance. Donc, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Donc, quand on parlait ce matin de la bispiritualité, on parlait de personnes qui peuvent avoir une orientation sexuelle différente, peuvent avoir une identité de genre différente, peuvent avoir un rôle social différent. Donc, la bispiritualité, c'est une catégorie d'auto-identification qui est très large. Vous comprendrez ici, moi, que je travaille avec des jeunes qui, on ne regarde pas l'orientation sexuelle, on regarde comment ils s'identifient au niveau de leur identité, là, vraiment de leur identité de genre. Donc, je vais passer très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut savoir que les jeunes trans, tout seuls, peu importe quel groupe qu'on regarde, c'est une population qui est très vulnérabilisée. Je ne dis pas une population vulnérable parce qu'ils ne sont pas vulnérables quand ils sont nés. Ils sont vulnérabilisés par la société, par les différentes structures d'oppression qui sont autour de nous. Mais c'est vraiment une population où on retrouve un très haut taux de suicide, d'automutilation, de violence structurelle, violence interpersonnelle. Voilà. Ensuite de ça, si je parle de la spiritualité, je ne rentrerai pas dans les détails parce que, comme je vous ai dit, Mona, je pense, a fait vraiment une belle introduction. Mais bon, ça peut référer à toutes sortes de choses et je pense que c'est important dans ce sens-là de voir que, parce que ça réfère à toutes sortes de repères, bien, il faut vraiment y aller par rapport à une auto-identification. Donc, c'est vraiment les jeunes qui s'auto-identifient comme étant bispirituels et c'est comme ça qu'on y va. Mais je dirais qu'aussi, selon les écrits, on voit qu'il y a une grande vulnérabilité aussi chez ces jeunes-là. En fait, j'ai sorti quelques statistiques ici. 41% des jeunes bispirituels pensent être en danger dans leur communauté. Donc, c'est vraiment, vous voyez, encore une fois, si on regarde jeunes trans et jeunes autochtones, il y a vraiment des
des similarités qui émergent ici. Et parce qu'ils n'ont souvent pas de soutien parental, on va voir un petit peu dans leur expérience, souvent c'est des jeunes qui vont quitter leur communauté et puis là on va retrouver des surreprésentations dans les populations itinérantes. Donc, très rapidement sur la recension des écrits, j'espère que vous n'avez pas vu trop de fautes d'orthographe. Je suis tellement gênée d'avoir le mauvais PowerPoint. Il y a une diapo qui est épouvantable. Donc, la méthodologie, c'est une recherche-action. Donc, en fait, même avant le projet de recherche, c'est les jeunes trans qui nous ont aidés et les communautés et les organismes communautaires qui nous ont aidés à définir les questions de recherche. Et c'est vraiment, les entrevues sont faites par les jeunes. Donc, c'est les jeunes qui vont faire des entrevues avec d'autres jeunes. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui font l'analyse de données. Là. Donc, vous voyez un petit peu quel genre de projet qu'on a ici. Et vous voyez, les questions sont très, très ouvertes. On essaie d'identifier les facteurs et les structures oppressives qui influencent leur bien-être, essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui contribue à leur bien-être, qu'est-ce qui contribue à leur résilience. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des entrevues en profondeur avec 24 de ces jeunes-là. Ensuite de ça, on a analysé la donnée et on s'est posé d'autres questions et on s'est dit en fait qu'il manquait de diversité dans notre premier 24, même si on avait des gens avec des parcours d'immigration. Et c'est là qu'on a essayé d'aller chercher encore plus de diversité et on a fait un contact avec Montréal Autochtone pour leur demander s'ils voulaient circuler en fait l'annonce et on a réussi à recruter des jeunes. Je vais vous en parler. Je vais assez rapidement là-dessus. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est très humblement, c'est une analyse secondaire des données. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un petit sous-échantillon du 54 entrevues qu'on a fait. C'est des jeunes qui ont été identifiés comme autochtones ou bispirituels lors d'échanges courriels, parce que quand les jeunes nous contactaient, on leur demandait, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur qui tu es pour savoir, pour être capable d'aller chercher une diversité d'échantillons, ou bien quand on leur a fait passer le questionnaire sociodémographique. Donc, c'est un des deux, OK? Donc, c'est vraiment très, très large. Et ce sont des jeunes qui proviennent du Canada ou d'ailleurs en Amérique. Donc, ce ne sont pas juste des jeunes autochtones du Canada, on en a de l'Amérique du Sud aussi qui sont dans notre échantillon. Ils ont entre 20 et 25 ans. Et puis, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on a commencé par faire l'analyse des données avec tout l'ensemble. Et ensuite de ça, on a ressorti les 5 entrevues et on les a relues et relues et relues. Et on a essayé de retirer le plus possible les informations par rapport à l'identité autochtone et les croisements avec l'identité de genre et la bispiritualité. Donc, c'est ce que je vous présente. Donc, très exploratoire, partage de quelques observations et réflexions ici. OK? Vous allez voir dans les pistes de réflexion, il va falloir faire plus de recherches, je pense. Et je veux juste mentionner, comme j'ai dit, que ça, c'est vraiment, quand on parle de la bispiritualité, c'est vraiment un tout petit échantillon par rapport à ça, parce que c'est tellement plus large, la bispiritualité, que là, on parle des jeunes vraiment qui s'identifient comme trans et autochtones. J'espère que je fais sens. Donc, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'il y a une pluralité d'identités de genre et un croisement avec l'identité autochtone. Et là, il y a des jeunes coquilles. C'est identité de genre presque toujours discutée conjointement avec l'identité autochtone. Donc, c'est très difficile, quand on regarde les narratifs, de retirer ce qui appartient à l'identité de genre et de retirer ce qui appartient à l'identité autochtone. Donc, ça, c'est un premier constat. J'ai mis plusieurs citations ici de jeunes qui nous ont parlé. Ce sont des pseudonymes, bien sûr, mais il y en a un qui nous parlait, en fait, c'est ça, de l'ambivalence et l'hésitation aussi à réclamer cette identité-là. Et ça, c'est quelque chose, c'est un thème qu'on a vu beaucoup. Des jeunes il y a de l'ambivalence à réclamer l'identité autochtone et il y a de l'ambivalence aussi à réclamer l'identité bispirituelle. Comme si c'était quelque chose qui devait avoir une approbation, mais bon, vous allez voir un petit peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Donc ici, je vous ai mis une citation d'un jeune qui dit qu'il a eu sa première expérience, il a eu sa première hallucination, et puis il est allé voir ses amis et il a commencé à parler de cette hallucination-là. Et quand il est allé voir un groupe de jeunes de personnes autochtones, ils ont dit, t'es une personne blanche qui s'approprie. Quand il est allé voir les personnes blanches, ils ont dit, t'es une personne blanche qui s'approprie de la culture autochtone. Quand il est allé voir des amis autochtones, ils ont dit « Ouais, mais tu n'as pas vraiment tellement grandi dans la culture, comment peux-tu? » Alors, vous voyez, donc, peu importe où est-ce qu'il s'en allait, il y avait des réponses qui étaient un peu différentes et c'était très, très difficile pour ce jeune-là de réconcilier ces différentes identités. Et donc, c'est seulement quand il est allé voir des amis métis qui n'étaient pas trans, donc les autres étaient autochtones, mais trans, bref, qui s'est fait dire, tu devrais la réclamer, cette identité-là. Donc, c'est vraiment difficile pour ce jeune-là de faire sens de cette identité.
On a aussi, c'est difficile à délier, comme je vous ai dit, on a une citation ici du jeune qui dit ben, mon ethnicité m'affecte réellement en termes d'identité trans. Donc, c'est difficile pour lui de juste parler d'être trans sans parler de son identité autochtone, parce que pour lui, être trans, c'est comme une deuxième identité à laquelle il s'identifie. Mais en fait, c'est parce qu'il parle d'être trans, parce que pour lui, être bispirituel, quand il en parle avec les communautés allochtones, ça fait pas sens. Donc, il réclame l'identité trans juste pour être capable de se nommer et se décrire dans les communautés à l'extérieur. Okay? Donc, vous voyez comment cette identité-là, elle est complexe parce que c'est d'essayer de naviguer quelque chose qui est très, très difficile pour une personne trans, de mettre des mots sur un vécu, mais en même temps, c'est de le justifier et de le discuter à l'extérieur, peu importe avec qui on est. Donc, on a des relations, des doubles relations. Parfois, il y a des relations de pouvoir qui s'installent. Et donc, c'est ça. On voit que les repères identitaires de ces jeunes-là prennent vie dans des contextes et des relations, puis il y a beaucoup de difficultés à exprimer cette identité bispirituelle à l'extérieur des communautés pour la plupart. Par contre, il y a une espèce de paradoxe ici, parce que même à l'intérieur de la communauté, on va le voir dans une seconde, c'est que c'est pas facile non plus, comme Mona et Diane l'ont expliqué. Là, à l'intérieur des communautés, il y a une certaine amnésie parfois culturelle, donc les jeunes peuvent pas nécessairement toujours réclamer leur identité bispirituelle. Fait qu'on soit à l'intérieur ou qu'on soit à l'extérieur, on a un problème avec réclamer cette identité-là pour ces jeunes-là. Donc, ils vivent beaucoup de discrimination et de stigma. Je pense que c'est un thème qu'on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, vivre du racisme. C'est ça, vous avez un autre jeune ici qui dit que finalement, il a accepté le fait que ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant, un thème qu'on va devoir explorer plus en détail, c'est que les gens, quand ils parlent de son identité bispirituelle, il se fait étiqueter comme quelqu'un de fou parce qu'il parle de ses hallucinations. Vous savez, l'identité de genre, les personnes trans, longtemps ont été psychiatrisées, médicalisées. Donc, être une personne trans, c'est une situation dans laquelle on s'est fait longtemps dire que c'était des personnes qui étaient malades. Donc, quand c'est une personne trans qui essaie de réclamer son identité bispirituelle puis parler d'hallucination, vous comprenez que les gens, rapidement, vont faire des liens. Okay? Donc, c'est vraiment difficile pour le jeune d'aller parler de cette identité-là. Et aussi, on voit qu'il y a beaucoup de violence et d'oppression envers ces personnes autochtones trans bispirituelles à l'intérieur des communautés et des familles. Donc, on a eu plusieurs récits de jeunes qui nous ont parlé, mais surtout de cette jeune-là en particulier qui a vécu ce qu'elle nomme elle-même de la torture par sa famille, parce que justement, sa communauté, sa famille n'était pas capable de comprendre l'identité bispirituelle et la famille a été christianisée. Et donc, là, je n'ai pas tout mis le script ici, là, mais la jeune nous parle dans ces mots que finalement, sa famille lui disait, ben non, tu peux pas être comme ça, c'est pas bien. On n'est pas supposé d'être comme ça. On est catholique. Okay? Et donc, ils ont essayé de faire des thérapies de conversion avec ces jeunes-là. Donc, finalement, la retirer de son contexte. Et ensuite de ça, sa famille a aussi essayé de lui nier son identité autochtone pendant plusieurs années, en disant non, on est des Blancs. Donc, il y a vraiment plusieurs pertes identitaires qui se produisent chez ces jeunes qui nous ont parlé. Et on a aussi, bien sûr, de la violence et de l'oppression envers les personnes autochtones trans bispirituelles de la société plus en général, sans surprise. Et puis là, bien, vous voyez qu'il y a des jeunes qui ont vécu des histoires là, vraiment difficiles, des histoires d'arrestation par la police pour aucune raison. Ça, des jeunes nous en ont parlé juste parce que c'est des jeunes autochtones. Donc, se sont fait profiler. Mais aussi, on a eu des jeunes qui ont eu des séquestrations, etc. Donc, si on regarde, en fait, si je vous sors les 5 scripts, je vous dirais que leur expérience d'être autochtone et d'être trans, oui, j'ai presque fini. C'est très difficile. Donc, la lunette intersectionnelle est extrêmement importante à avoir ici quand on regarde l'expérience des jeunes trans. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde dans leur récit, on se rend compte que ces jeunes-là ont une très grande résilience et cette résilience-là, ils vont l'apprendre dans leur culture. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs aspects qui me semblent, en tout cas, dans le narratif, être un peu paradoxal, c'est-à-dire que la culture à l'intérieur peut nous opprimer, mais en même temps, c'est ce qui nous redonne la force de poursuivre. Et donc, on l'a vu assez clairement ici. Vous avez un jeune qui dit « je me sens comme ça me redonne du pouvoir, c'est comme j'apprécie plus. L'identité de genre, c'est quelque chose qui est pas... c'est quelque chose de plus que sexuel. »
Donc, parce que le jeune s'identifie comme trans, souvent on va voir ça comme étant juste une identité de genre, tandis que pour lui, être bispirituel, c'est quelque chose qui va l'emmener ailleurs dans son identité. Et puis, vous avez le deuxième qui nous dit ici que finalement, ça l'intéresse beaucoup d'aller lire dans sa culture pour mieux comprendre parce que ça lui permet de faire sens à sa situation. Et surtout, cette personne-là, c'est un jeune qui s'identifie comme non-binaire, ce qui veut dire que c'est une personne qui s'identifie comme ni garçon ni fille, ou les deux, ça dépend, il y a des gens qui le vivent d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour lui, de retourner à la bispiritualité, c'est une façon de faire sens de cette double, de cette identité de genre qui est double et comment ça peut se construire à travers les relations avec les autres, puisque la bispiritualité, c'est très, très ancré dans la relation avec l'autre, plutôt que juste l'identité de genre. Donc, c'est voilà. Et c'est aussi important pour s'épanouir et survivre. On a des gens qui nous ont parlé, des jeunes qui nous ont parlé du fait que, justement, ils sont restés en vie à cause de leur spiritualité autochtone et ça les a vraiment gardés là. Ça leur a permis de retrouver la force de poursuivre et de guérir, même après des tentatives de suicide. Donc, comme piste de réflexion, je vous dirais, c'est vraiment juste des pistes de réflexion, mais ce qu'on voit, je vous dirais que ça va être important, je pense, de faire des recherches qui s'intéressent vraiment à l'expérience des jeunes trans bispirituels. Pas nécessairement juste les jeunes LGBT, donc gays, lesbiennes, bisexuels et trans. Je pense que c'est intéressant d'aller voir les gens qui ont quelque chose à dire par rapport à leur identité de genre. Souvent, dans les recherches sur les personnes LGBT, on oublie les jeunes trans. Donc, je pense que c'est important de porter une attention particulière. Et je pense que ça montre aussi comment il y a ces enjeux d'amnésie culturelle et identitaire, dans le sens où on oublie d'où est-ce qu'on vient, à cause du colonialisme, bien sûr. Et ça crée des problèmes en essayant de réclamer cette identité-là. Et puis, voilà, c'est ce que je dirais. Je vais essayer de finir ça très rapidement.